Non, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sujet du nucléaire, c'est un sujet absolument fondamental pour nous, les Français. C'est probablement le sujet le plus structurant de tous ceux que nous avons sur la table. Parce que de ce sujet-là, et de la décision que nous allons prendre, de continuer ou d'arrêter, dépend en fait pour tout le XXIe siècle ce que va être la France. Ce que va être la France en termes de développement économique, ce que va être la France en termes d'organisation territoriale, ce que va être la France en termes de gouvernance. Donc c'est pas seulement une question énergétique, c'est beaucoup plus important que ça. Et en fait, l'idée que, au départ, je voulais pas écrire un livre. J'ai lancé en février 2011, sur rue 89, j'ai écrit un papier, j'écris souvent sur rue 89, en disant il faut lancer le débat sur le nucléaire, sur l'aspect économique et financier, en disant ce truc est suicidaire pour nous, indépendamment des questions de sécurité et de risque. C'est suicidaire. C'est suicidaire parce que nous sommes en train de passer à côté, probablement, du seul moyen que nous avons de réindustrialiser, de redonner un peu d'activité économique, industrielle à ce pays. C'est de travailler sur l'efficacité énergétique et les renouvelables. Or, cette espèce de religion du nucléaire qui empêche d'avoir une vraie approche rationnelle de notre intérêt collectif, fait qu'on ne se pose même pas la question. Et que nos décideurs sont partis sur l'idée qu'on ne posera même pas la question. Et mon objectif, c'est de donner des munitions d'ordre économique et financier, et pas seulement, je dirais, liées à la sécurité au risque, parce que d'autres l'ont fait très bien et il y a déjà un bon moment, de regarder surtout le sujet sous cet angle-là. Et montrer que, premièrement, ceux qui disent que notre choix, c'est ou du nucléaire pas cher, ou du renouvelable cher, sont des menteurs. Parce que de toute façon, nous allons payer beaucoup plus cher notre électricité, quel que soit ce que nous faisons. Et que par conséquent, nous avons le choix de payer notre électricité plus cher, mais de choisir si elle sera renouvelable ou nucléaire. Deuxièmement, nous sommes en face de très grandes entreprises, Areva et EDF, qui sont dans des situations extrêmement délicates, et en particulier Areva, et dans une situation financière très difficile, avec derrière, qu'est-ce qui va se passer pour l'emploi? La filière nucléaire, c'est 120 000 personnes, au plus. C'est beaucoup, mais j'observe que le gouvernement est en train de sacrifier 25 000 personnes de la filière photovoltaïque, et tout le monde s'en fout. L'industrie allemande du renouvelable, c'est 370 000 personnes en 10 ans. Donc nous, on est avec nos 100 000 personnes du nucléaire. Et 100 000 personnes dont, à mon avis, un grand nombre d'entre elles ont leur emploi sérieusement menacé. Et pendant ce temps-là, on fait tout pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun développement en France de filières alternatives. Et c'est parfaitement organisé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une filière qui pourrait se développer, on la saborde. On l'a fait pour l'éolien, on le fait maintenant pour le photovoltaïque, en favorisant l'éolien offshore. Prochain coup, ce sera l'éolien offshore, après ça, on passera à la biomasse, etc., etc. Pourquoi? Parce que EDF a sa chasse gardée du nucléaire en France et veut continuer. Et alors je dirais que c'est d'autant plus exaspérant qu'EDF se lance effectivement dans le renouvelable, dit haut et fort que ça sera 50% de son chiffre d'affaires en 2020, sauf qu'elle le fait ailleurs que chez nous. C'est-à-dire que nous, on est bon à recevoir le nucléaire, et nos voisins, ils sont bons, eux, à recevoir le renouvelable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que pendant ce temps-là, effectivement, nous nous privons de tout le reste. Et bien entendu, nous prenons sur notre territoire la totalité des risques. Et ces risques-là, ils sont considérables. Ils sont considérables parce que d'abord, nous avons un parc vieillissant. Nous avons un recours croissant à la sous-traitance. Vous avez vu ce qui s'est passé à Flamanville, qui a été mis en exergue par l'ASN il n'y a pas très longtemps. Nous avons une évaluation des risques
qui est une évaluation probabiliste, qui a été complètement explosée par l'affaire de Fukushima. Et par voie de conséquence, je crois que beaucoup de Français ont compris, y compris d'ailleurs les responsables de la sûreté nucléaire, qui l'ont dit, qu'un accident nucléaire est possible en France. À partir du moment où on se dit qu'un accident nucléaire est possible en France, alors on regarde les choses de manière complètement différente. On les regarde pour notre santé, on regarde si on est à 5, 10, 15, 20, 40 km d'une centrale nucléaire. On les regarde pour le territoire qui serait mort s'il y avait un accident nucléaire. Et on le regarde aussi pour les activités économiques qui seraient mortes s'il y avait un pépin nucléaire. Tout à l'heure, en prenant un pot autour du bar, je racontais qu'il y a quelques jours, là où j'ai perdu ma voix d'ailleurs, je suis allée au Blayais. Blayais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une centrale nucléaire qui est à côté de Bordeaux. Eh bien, pour bien voir le Blayais, on se passe de l'autre côté de l'estuaire de la Gironde. Donc c'est à, je sais pas, quelques centaines de mètres, vous voyez ce qu'est l'estuaire de la Gironde. Pour arriver à cet endroit où on voit très bien le Blayais, on passe par Pauillac, Saint-Julien, et on s'arrête à Saint-Estèphe. Je pense que chacun d'entre vous a entendu parler, voire même a dégusté les produits de Saint-Julien, de Pauillac ou de Saint-Estèphe. Quand il y a eu un pépin à côté d'ici, il y a 4-5 ans, Tricastin, où les viticulteurs et les producteurs de fruits et légumes ont été privés de la récolte pour l'année. L'année suivante, les viticulteurs ont changé de nom. Ils avaient un AOC qui était Tricastin, il a changé de nom, parce que personne ne voulait plus acheter de l'AOC du Tricastin. Comme 20 ans auparavant, l'AOC de l'Ague était devenu celui du Val-de-Serre, pour les mêmes raisons. En général, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Là, ça s'est reproduit. Imaginez une seconde ce qui se passerait dans le Bordelais avec un pépin au Blayais. Et pas seulement pour Saint-Estèphe, Saint-Julien, ou Côte-de-Grave. C'est pas le détail. Quand aujourd'hui, on se pose des questions sur les produits qui viennent du Japon, on ne se demande pas s'ils viennent de Fukushima. Il suffit qu'ils viennent du Japon, ça suffit. Donc, un certain nombre d'agents économiques commencent à se dire que ça pose sérieusement un problème, cette affaire-là. D'autant plus que nous ne sommes absolument pas préparés. Dans le bouquin, je raconte des anecdotes sur la manière dont les tests ont été réalisés, non pas les stress tests, mais les tests en cas d'accident nucléaire. C'est à mourir de rire s'il ne fallait pas en pleurer. Avec, en plus, quelque chose d'assez hallucinant que je vous raconte, parce que c'est quand même incroyable. En 2005, on a créé un organisme qui s'appelle le CODIRPA. CODIRPA, ça veut dire commission de quelque chose, qui est chargé d'évaluer les scénarios catastrophes en cas d'accident nucléaire. Et donc le CODIRPA a reçu une lettre de commande de la part du ministère de l'Industrie, lui demandant d'étudier un scénario peu pénalisant en termes géographiques et en termes sanitaires. Et donc, en 2011, là, quand il y a eu Fukushima, on a demandé si un scénario pénalisant avait été étudié. Non, toujours pas. Je vous rassure, toujours pas. Donc, on est toujours sur le scénario peu pénalisant. Alors, c'est quoi ce scénario peu pénalisant? Ils ont envisagé le cas d'une fusion de cœur d'une centrale nucléaire qui durerait 1 heure. C'est quand même peu probable. Malheureusement, quand ces petites bêtes-là commencent à fondre, ça dure un peu plus d'1 heure. Enfin, admettons. Donc, ça fond 1 heure. Donc, il faut évacuer 2 km autour de la centrale, confiner 5 km. Je vous rappelle que Fukushima, c'était 30 km. Eh bien, on n'est pas capable de le faire. Ça ne marche pas. Pourtant, les gens sont prévenus. C'est un exercice. Tout le monde sait qu'il y a l'exercice. Mais ça ne le fait pas. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passerait à ce qu'à Dieu ne plaise, parce qu'il y a vraiment un pépin chez nous. Et j'ai été à la fois, je dirais, agréablement surprise parce qu'on sortait du déni, mais quand même très angoissée à la lecture, il y a 4 jours,
du rapport de messieurs Lédéo et Bataille, qui ne sont pas des grands antinucléaires, n'est-ce pas, sur la sécurité nucléaire en France. Disant que la sûreté nucléaire en France était extrêmement périlleuse, que au Tricastin, par exemple, il y avait une chaîne de 7 sous-traitants, ce qui ne permettait évidemment pas d'assurer la sécurité. Et que de manière générale, des coupes avaient été faites dans les investissements en termes de sûreté, pour des raisons de profitabilité, pas pour autre chose, de telle sorte qu'aujourd'hui, il était impératif d'avancer considérablement sur les mesures de prévention, sur la disposition de pastilles d'iode en direction d'un public beaucoup plus large que les 5 km, de revoir complètement les scénarios, etc., etc. Sauf que l'affaire des pastilles d'iode, je prends juste cet exemple-là, c'est très bien pour saturer la thyroïde, c'est-à-dire pour l'iode 131, ça sert strictement à rien pour le strontium, pour le césium ou pour le plutonium. Or, ce qu'a parfaitement montré le professeur Bandajewski, je suis allée à Kiev il y a 2 mois, où je suis allée notamment visiter l'hôpital d'Ivankov, qui est à 35 km de Tchernobyl. Ce qu'a parfaitement montré Bandajewski, c'est malheureusement le problème, c'est pas l'iode 131, c'est le strontium et le césium. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, à Ivankov, premier district après la zone interdite de Tchernobyl, 95% des gosses d'aujourd'hui sont considérés comme victimes de Tchernobyl. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, ça continue. Voilà, donc le sujet, il est là. Comme une partie de nos centrales ne sont pas sécures, il va falloir les fermer. Et les autres, de toute façon, elles ne vont pas durer éternellement. Ce qui veut dire qu'on met le booster, on met le turbo, à la fois pour vraiment mettre en place des politiques d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique, et pour développer les énergies renouvelables. La bonne nouvelle, il y en a 2. La première, c'est que comme on n'a quasiment rien fait, on a une marge de progression formidable. Formidable. On a à peu près, on stagne dans notre consommation électrique. Les Allemands ont baissé de 17%. Donc vous voyez, on a une marge de progrès formidable à faire. Deuxième bonne nouvelle, nous n'avons pas d'énergie renouvelable chez nous. Or, hydroélectricité, nous sommes toujours à 9%. 9%. C'est-à-dire qu'on a progressé de 1% en 10 ans. Ce qui veut bien dire que le décalage entre les paroles et les actes, il est flagrant. La bonne nouvelle, c'est qu'on est le premier potentiel européen en termes d'énergie renouvelable. Si on met bout à bout nos capacités en éolien, en solaire, thermique, photovoltaïque, demain à concentration, voire infrarouge, merci. Voilà, c'est ça que je cherchais. À infrarouge, c'est ultraviolet et infrarouge. Ensuite, vous avez la biomasse, vous avez l'énergie houlomotrice, qui est l'énergie des marées motrices. On a une panoplie absolument formidable. Et on n'a rien fait. Donc on peut tout faire. C'est une question de volonté politique, c'est une question d'investissement. Et là, moi j'attends avec beaucoup d'intérêt qu'on me mette bout à bout ce que coûterait l'investissement dans le renouvelable et l'investissement dans le nucléaire. Benjamin Dessus vient de faire cet exercice. Il montre que grosso modo, l'investissement dans le renouvelable coûterait 5 à 10% de plus, mais le coût pour le consommateur serait de 15 à 20% de moins. C'est-à-dire que pour nous, les citoyens, ça coûterait beaucoup moins cher de passer au renouvelable que de continuer avec le nucléaire. Voilà, donc je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller. Il faut y aller, il faut tenir, il faut foncer, il faut que ce sujet soit un des sujets centraux de la présidentielle qui vient, parce que c'est maintenant qu'il faut décider. C'est maintenant qu'on va décider, en 2012, entre 2012 et 2017, qu'on n'en fait plus. Et à partir de ce moment-là, on pourra voir les choses de manière différente.